Alors, ça a été difficile de condenser à peu près 5000 années de connaissances en 30 à 60 minutes, donc j'ai essayé de faire au mieux. Il va falloir un peu de concentration de votre part. J'ai essayé de synthétiser les concepts les plus importants pour cette présentation sur l'Ayurveda. Quand vous avez besoin d'une pause ou d'un break, voilà. Puis je vais vous exposer en fait tout ce que je veux vous raconter sur l'Ayurveda. Et ensuite, on se laissera un temps pour échanger. On a préparé une petite collation, une tisane ayurvédique de l'autre côté. Puis vous pourrez, pour ceux qui ne connaissent pas, voir la salle où on travaille pour aider moi dans les soins. En gros, le programme de ce que je vais vous raconter, bien sûr quelques bases théoriques sur l'Ayurveda, les 5 éléments et quelques notions sur les 3 doshas, puisque quand vous entendez parler d'Ayurveda, vous entendez tout le temps parler de Vata, Pitta, Kapha, sur tous les sites internet partout, et voilà, vous ne savez pas forcément exactement ce que sont Vata, Pitta, Kapha. On parlera aussi rapidement de la nutrition, de la, j'arrive pas à traduire beauty thérapie parce qu'ici ça ne sonne pas bien, beauté thérapie, donc thérapie par les cosmétiques, entendez-le comme vous voulez. Le yoga et la méditation, simplement parce qu'ils font partie intrinsèquement de l'Ayurveda. Et puis, bien sûr, la question que tout le monde se pose, comment se fait-il que l'Ayurveda soit la médecine dite comme inversement du processus de vieillissement? Donc, je vais aussi vous expliquer pourquoi et comment cela se fait. Et voilà, et puis après, quelques notions sur les soins, les cures, etc. Donc, juste en introduction, pour ceux qui me connaissent sous mon activité de psychologue, de psychothérapeute, il y a donc quelques années déjà que je me suis lancée dans l'étude de l'Ayurveda en Suisse, dans des écoles ici en Suisse. Et puis, j'ai très vite ressenti la limite de l'enseignement qui m'était donné ici, et j'ai eu un appel très virulent de me rendre auprès des enseignants qui sont en vérité des maîtres en Inde. Donc, je suis partie... Déjà, nous sommes partis parce qu'Aurélie m'a suivi dans cette aventure l'année dernière et on est retourné cette année pour terminer ce diplôme en Ayurveda. C'était rude, on n'a pas chômé, on a beaucoup étudié, mais voilà, on a survécu, on est de retour avec toutes ces connaissances que je me réjouis et qu'on se réjouit de partager avec vous. Ce qui m'a entraînée sur les pistes de l'Ayurveda, c'est de chercher depuis toute jeune que je m'intéresse aux soins, une autre approche que ce que j'avais découvert dans le milieu de la psychiatrie, notamment, où j'ai passé pas mal d'années en tant que thérapeute. Trouver très vite une solution plus humaine, plus holistique, plus naturelle aussi. Enfin voilà, et puis le traitement des maladies, notamment au niveau des causes et non pas des symptômes. Donc voilà, après on a des appels, là où on a des appels. Ma collègue Christine est thérapeute en médecine chinoise, je n'ai jamais eu d'appel pour la Chine jusqu'à maintenant, ça viendra peut-être, je ne sais pas, en tout cas, moi je me trouve tout à fait à mon aise, même comme un poisson dans l'eau avec l'Ayurveda. Donc en introduction, ce concept d'Ayurveda, cette médecine ayurvédique, c'est le plus ancien système de santé holistique qui existe maintenant au monde. Son origine remonte à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, donc quelques années en effet. En fait, il y a eu plusieurs périodes dans l'Ayurveda. Au départ, 17 siècles avant Jésus-Christ, il y avait une période de personnes qu'on appelait les Aryens. Je précise qu'ils n'ont rien à voir avec les Aryens de l'Allemagne. Eux avaient cette connaissance des Védas, donc c'est ce qu'on appelait l'époque védique. Et puis, ils ont transmis ça à travers Brahma, je vais en parler tout de suite, aux brahmanes qui ont transmis eux cette connaissance jusqu'à l'hindouisme. Donc en fait l'hindouisme est finalement une suite de cette période védique. Alors ce qui s'est passé, c'est que Lord Brahma, pour les Indiens, donc je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec l'hindouisme, avec l'Inde, mais enfin on va récapituler quelques notions. Lord Brahma, donc c'est le créateur, c'est Dieu pour les Indiens, et il a reçu cette connaissance suprême, cette connaissance universelle des Védas, qu'il a transmis à son fils d'abord, et ensuite ainsi de suite de père en fils, par voie orale uniquement. Donc les Védas ont été transmis pendant très très longtemps uniquement par voie orale et de manière chantée. C'était des poèmes, des chants en fait, donc qui permettaient simplement, parce que le fait de chanter permet de mémoriser plus facilement les connaissances. Donc les gens pour apprendre, et les élèves devaient chanter juste pour mémoriser toutes ces connaissances.
Et puis ensuite, elles ont été donc retransmises par ces personnes qu'on appelait les brahmanes, donc ils sont toujours une caste en Inde, la caste la plus élevée en Inde, et c'est eux qui détiennent cette connaissance. Et puis, à un moment donné, elles ont été retranscrites dans ces écrits qu'on appelle les textes classiques ou les textes sacrés, que sont les Védas, que nous avons étudiés. Et bon, il faudra plus que ce qu'on a fait pour continuer de les étudier, c'est sans fin. Mais il y a 4 volumes, en fait, dans les Védas, qui regroupent toutes ces connaissances. En réalité, il y a 3 volumes, c'est une trilogie, les Védas, et puis un 4e qui a été assez longtemps discuté comme étant, oui ou non, intégré dans ces connaissances, et finalement, oui, il a été reconnu plus tard. Donc, on va dire 4 recueils, et qui, en fait, recouvrent toutes les connaissances. C'est-à-dire, c'est pas seulement la médecine, les connaissances dans les Védas, c'est l'art de vivre, c'est l'astrologie, c'est... qu'est-ce qui me vient en tête? Enfin, tout. Voilà, c'est... En fait, ce sont des textes de référence qui vous enseignent, on va dire, vous étudiez les Védas, vous savez tout, sur comment vivre, comment vous soigner, comment manger, comment comprendre les cieux, les dieux, voilà. Et alors, ce qui est absolument fabuleux, c'est que ce que nous, on a étudié dans l'école en Inde, c'est exactement les mêmes écrits, les mêmes manuels de médecine qu'on avait, sont en fait les mêmes que les étudiants en médecine avaient des milliers d'années en arrière. Il n'y a rien qui a été... donc ça, c'est vraiment l'enseignement authentique retransmis à la source. Ils sont écrits en anglais, enfin maintenant ils sont traduits en anglais et en sanskrit, donc voilà, c'est des recueils énormes, mais c'est resté inchangé. C'est assez impressionnant de voir comment ça a traversé les années. Et surtout, ce qui est impressionnant, vous allez comprendre dans l'exposé, c'est que l'Ayurveda, c'est résolument moderne, en fait. C'est assez étonnant de voir que tout ce qu'il raconte il y a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, vous pouvez l'appliquer parfaitement aujourd'hui dans un monde complètement moderne, où on est complètement technologique et il n'y a rien qui est complètement désuet. Alors, évidemment, que signifient ces fameux 2 mots Ayurveda? Donc, Ayu en sanskrit, ça signifie la vie. Veda, c'est la connaissance. Donc, quand vous mettez Ayurveda, eh bien, vous avez la connaissance de la vie. Ce qui résume tout, connaissance ou science de la vie. Donc, cette connaissance suprême, cette connaissance universelle, cette connaissance première qui a été transmise à l'origine à Lord Brahma. Et ce n'est pas seulement un système de médecine, c'est aussi un art de vivre, puisqu'on s'appuie beaucoup sur la prévention. Donc c'est juste bien plus large qu'un système de médecine. Je ne sais pas si c'est comme ça également en Chine, c'est pareil. Voilà. À travers l'Ayurveda, vous pouvez non seulement vous soigner, apprendre à vivre, mais également apprendre à mieux vous connaître, savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour vous, donc mieux identifier ce qui est bon pour votre corps et votre esprit, améliorer votre qualité de vie quotidienne et bien sûr faire de la prévention pour vivre en bonne santé et le plus longtemps possible puisqu'on inverse le processus de vieillissement. Pour l'Ayurveda, la santé, c'est simplement le concept que tout est en équilibre. Quand tout est en équilibre, vous êtes en bonne santé. Quand il y a un moindre déséquilibre, aussi simple ou basique soit-il, vous êtes en déséquilibre et vous ouvrez gentiment la porte à la maladie, qui est en fait juste un état de déséquilibre. Pour eux, le concept de maladie, il n'existe pas vraiment. C'est juste, voilà, vous êtes déséquilibré et vous avez ouvert la porte à la maladie. Elle peut mettre un certain temps pour s'installer, mais voilà le concept de la maladie en Ayurveda. Donc en fait, on va viser surtout, je disais, c'est un système qui est essentiellement basé sur la prévention. En premier, on va tout faire pour maintenir cet équilibre, bien évidemment. Et puis, bon, la vie étant ce qu'elle est, le jour où le déséquilibre se montre, le petit réglage à faire, au plus vite, on le restaure afin de retrouver très vite la santé. Donc ça, je sais que c'est comme chez les Chinois, quand on tombe malade, en fait, on a échoué quelque part. Enfin, on devrait tout faire au niveau préventif pour garder cet équilibre. Le système de santé ayurvédique, donc je l'ai dit, il est profondément holistique, il est même sacré, on va dire. Hein, on le sent très bien quand on étudie en Inde, beaucoup plus que quand on étudie ici. Et il travaille sur la santé de votre corps physique, mais également mental, émotionnel, spirituel et, très important pour la médecine ayurvédique, les organes des sens. Donc ils attachent une très grande importance aux soins des organes des sens.
Si un des sens ne fonctionne pas bien, vous êtes en mauvaise santé. Il y a 8 branches dans la médecine ayurvédique, en gros, juste pour que vous sachiez comment ça se passe dans ces énormes précis de médecine. La médecine générale, la pédiatrie et la gynécologie, c'est intéressant de voir que pour eux, c'est regroupé ensemble. On ne dissocie pas la pédiatrie de la gynécologie. La psychiatrie, qui est chez eux une approche très spirituelle de la maladie mentale. Hein. C'est plus l'approche liée à la présence d'esprits démoniaques, de choses obscures. C'est leur approche de la psychiatrie. La chirurgie, le système ORL, comme on l'a chez nous, la toxicologie, la gériatrie. Et là aussi, c'est assez intéressant, la sexologie et les organes reproducteurs qui sont groupés ensemble. Chez nous, on va chez le sexologue, il ne va pas forcément s'occuper de nos organes reproducteurs. Chez eux, comme la sexualité est en Inde avant tout reliée à la procréation, en fait, c'est indissociable. Donc ces 8 branches qu'on appelle les Ashtanga Udaya en sanskrit sont les 8 branches de la médecine qui donnent la complète connaissance dans la médecine indienne. Après, il y a tous les autres textes classiques qui vous parlent des plantes médicinales, des aliments, de la nutrition que vous devez manger pour la santé, les recettes, voilà, toute la pharmacologie herbologique. Alors, au niveau des traitements, je disais, on est avant tout dans un programme préventif, donc on va avant tout travailler pour nettoyer, détoxifier l'organisme, purifier, tout faire au maximum pour éviter que la maladie s'installe. Mais si une fois elle s'installe, il y a aussi toute l'approche des traitements symptomatiques. Alors c'est assez spécifique à l'Ayurveda. Le même traitement sera donné à une personne malade ou à une personne en bonne santé. Exemple, ce sera plus clair. Si vous allez consulter et qu'on veut traiter vos vertèbres cervicales, on va vous les traiter préventivement pour éviter que vous ayez de l'arthrose, des raideurs de cou, etc. Mais si vous avez une hernie cervicale, on va aussi vous donner les mêmes plantes et le même traitement. Donc après, peut-être à des doses différentes et à un rythme différent. Donc il n'y a pas vraiment de dissociation. Le même traitement peut être donné à une personne malade ou à une personne en bonne santé. C'est vraiment spécifique de l'Ayurveda. Autre concept important, j'ai dit, donc on travaille sur la cause de la maladie et non pas sur les symptômes. Là aussi, exemple assez simple, les sinusites chroniques qui sont un mal important chez nous, une maladie qu'on traite difficilement, mis à part avec des traitements d'antibiotiques à répétition, ou l'asthme, qui est aussi une maladie où on donne aux enfants des doses impressionnantes de cortisone. Chez eux, en fait, ils ne vont pas travailler à aider à mieux respirer si vous avez de l'asthme ou de la sinusite, ils vont juste travailler au niveau des sinus ou des poumons pour aller déloger vos impuretés, vos toxines, tout ce qui empêche vos poumons de fonctionner, par exemple dans le cas de l'asthme. Et donc c'est donc une approche complètement différente et ils ont des réussites vraiment. On a soigné ici des sinusites, Aurélie et moi. J'ai même eu un médecin qui est venu me demander qu'est-ce qu'on faisait pour son patient, mais il était très ouvert. C'est intéressant de voir que il est venu pour voir comment ça se faisait, qu'après 2 séances, alors qu'il prenait depuis des années des antibiotiques, il respirait, il avait retrouvé l'odorat et le goût de ce qu'il mangeait. Et ça a pris 2 séances. Donc vraiment, on est un peu parfois des dinosaures ici en matière de médecine. Pour certaines choses, il faut le reconnaître, pas pour tout. Mais voilà. Alors ça, c'était pour l'approche, je disais quoi, des... J'ai perdu où on en était. Oui, qu'on traitait les symptômes, voilà, c'est ça. Alors, les médicaments, autre concept important de l'Ayurveda, donc ce sont des maladies, des médicaments, pardon, des traitements qui sont complètement naturels, 100% non toxiques et sans aucun effet secondaire, bien entendu, puisqu'ils sont naturels. Il y a une chronologie dans l'ordre des médicaments ayurvédiques. En tout premier vient le son, c'est le plus puissant. C'est intéressant, Jérôme qui travaille avec les sons. Le son, donc ça peut être le fameux Om pour ceux qui font du yoga que vous allez chanter dans chaque début de classe de yoga, mais ça peut être un mantra que le médecin ayurvédique va vous donner à réciter. Ensuite viennent les plantes, la pharmacologie et l'herboristerie, les huiles médicinales que vous allez prendre de manière interne, externe, les épices que vous allez mettre dans votre cuisine, et également les minéraux qui font partie des médicaments ayurvédiques
et qui eux sont plutôt dans la partie, utilisés plutôt dans la partie cosmétique, dans leur crème, il y a aussi beaucoup de minéraux. Donc c'est une médecine qui est essentiellement proche de la nature, bien évidemment. Et d'ailleurs les centres ayurvédiques sont en principe, ça se dénature un peu maintenant en Inde, mais en principe ce sont des centres qui sont localisés dans des endroits ruraux, ou en tout cas verdoyants, où la nature est proche, dans les jardins, là où on était par exemple, il y avait des plantes médicinales juste dans le jardin, enfin, on pouvait les voir à portée de main. Le médecin à qui je parlais en Inde un jour m'a fait rire en me disant mais pourquoi tous les Européens qui viennent ici, on ouvre maintenant des magnifiques centres ayurvédiques au bord de la mer, des concepts magnifiques, ils veulent tous la plage, ils veulent tous la mer. Il me disait mais l'Ayurveda n'a rien à voir avec la mer. L'élément mer en fait n'a rien à voir avec l'Ayurveda, c'est l'élément campagne, plantes, voilà. Maintenant les gens qui viennent d'ici en plein hiver en Inde sont contents d'aller se plonger dans l'eau chaude et marcher sur l'océan, mais voilà. Alors, on va entrer un petit peu plus dans l'approche des doshas. Juste avant, comment on arrive au déséquilibre, en fait, bon, bah, ça, tout le monde plus ou moins l'a expérimenté, mais il y a des portes d'entrée, en fait. La nourriture, je reviendrai après sur la nutrition, pourquoi elle est tellement importante, mais la nourriture que vous mangez est une façon d'équilibrer ou de déséquilibrer votre corps. Et puis la façon dont vous gérez votre esprit, donc le stress, les tensions émotionnelles, la colère essentiellement, sont des portes d'entrée qui vont également vous emmener dans le déséquilibre, d'où l'approche là du yoga et de la méditation. C'est pour ça que je dis le yoga, la méditation, la nutrition, on ne peut pas le dissocier de l'Ayurveda. L'hypertension, par exemple, qui est une maladie très courante chez nous, elle se traite là-bas essentiellement par un changement drastique de l'alimentation et puis la prise de plantes pour abaisser le niveau de la pression artérielle. Mais il n'y aura pas de traitement d'hypertension sans une prescription de pratiquer une discipline pour l'esprit telle que le yoga et la méditation. Donc voilà l'ordonnance du médecin pour traiter l'hypertension et ça fonctionne, on a pu le voir. Alors, on va parler de ces fameux doshas, Vata, Pitta, Kapha. Donc, on ne va pas faire un cours d'Ayurveda ce soir, mais en gros, pour comprendre, tout est constitué dans l'univers pour la médecine indienne, parce que je sais que vous n'avez pas les mêmes éléments en médecine chinoise, mais tout est constitué dans l'univers pour la médecine indienne de 5 éléments. Donc, l'air, l'éther ou l'espace ou le vide, le feu, la terre et l'eau. Donc voilà, cette chaise, cette table, moi, vous, cette bougie, tout est constitué de ces 5 éléments. À partir de là, ces 5 éléments vont constituer, selon le dosage, le rapport, le mélange, vous allez être constitué de ces 5 éléments qui vont s'organiser d'une certaine manière et déterminer votre dosha dominant. Alors, il y a donc 3 doshas, je vais expliquer un peu plus, Vata, Pitta, Kapha. Tout le monde a les 3 doshas en fait, on est tous faits des 3 doshas, mais dans l'idéal, si on était un maître illuminé qui médite sous un cocotier là-bas toute la journée, on aurait les 3 doshas parfaitement équilibrés. Même les Indiens s'accordent à dire qu'aujourd'hui, des gens comme ça, ils n'en trouvent pratiquement plus. Donc vous avez un dosha qui est dominant, parce qu'il vous est donné à la conception en fait, selon comment se passe la conception, l'état de la maman au moment de la conception, du papa aussi, et du géniteur, mais après la grossesse, la saison, la nutrition, enfin tout ça fait que vous allez avoir votre dosha dominant. Juste derrière, vous en avez un deuxième. C'est pour ça quand on parle de profil ayurvédique, on donne toujours, on va vous dire vous êtes Vata Pitta ou vous êtes Pitta Kapha, mais voilà, il y a toujours, chez certaines personnes, moi j'ai pu voir dans les consultations, c'est très difficile parfois c'est très proche. Parfois, il suffit de peu de choses pour vraiment... C'est pas évident de déterminer... même moi, on m'a changé 2 fois ma constitution par 2 médecins différents et j'ai vu ça chez plein de personnes. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas forcément s'accrocher non plus... voilà, c'est bien de savoir, mais c'est bien de savoir qu'on en a 2 et qu'ils peuvent être extrêmement proches parfois. Donc, que sont ces 3 doshas? Donc, Vata, Pitta, Kapha. Donc ils vont s'organiser, ils vont déterminer ce qu'on appelle votre dosha dominant et ça va régler tout le fonctionnement de votre être à tous les niveaux. Physique, spirituel, psychique, mental, émotionnel, tout est réglé par ce dosha. Donc Vata, c'est le
dosha qui est composé d'air et d'éther, donc léger comme l'air. Pitta, c'est le feu, et Kapha, c'est la terre et l'eau. Donc, voilà, comme je disais, ils doivent être tous en équilibre de toute façon pour être en bonne santé, même si vous avez une constitution Vata. Si votre Pitta est complètement déséquilibré, vous n'êtes pas en bonne santé. Alors le type Vata, chacun va essayer de se demander ce qu'il est, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, le type Vata, c'est l'air, c'est l'éther, donc ce sera un profil d'une personne, vous imaginez l'air, voilà, c'est lié au mouvement, c'est léger, c'est créatif, ça bouge beaucoup. Physiquement, c'est des personnes plutôt sèches, plutôt longilignes, c'est aussi des peaux qui vont se sécher, se déshydrater plus facilement. Donc du fait de ce côté sec de l'air, en fait, c'est le dosha qui va vieillir le plus vite. Le Vata est prédisposé à vieillir plus vite que les autres. Donc si vous apprenez que vous êtes Vata, faites bien attention à votre Vata pour bien vieillir. Une personne Vata en équilibre, alors tous les doshas sont bons, je veux dire, il n'y a pas un dosha, voilà, c'est pas parce que Vata vieillit plus vite et Kapha vieillit moins vite que l'un est meilleur que l'autre. Chaque personne, chaque dosha, s'il est en équilibre, il est parfait. Mais Vata en équilibre, c'est une personne créative, pleine de... Ça va être les artistes aussi, ça c'est le profil... si vous êtes Vata et que vous êtes artiste, vous êtes au top. En revanche, si vous vous déséquilibrez et que vous devenez en excès de Vata, ou en déséquilibre, mais c'est plus souvent en excès, surtout pour le Vata, ben vous arrivez dans le déséquilibre et la maladie. Donc Vata qui prend trop d'air, c'est facile à comprendre, il va faire de l'aérophagie, c'est basique, mais il va faire aussi de la constipation chronique, il va faire de l'ostéoporose, toutes ces maladies où l'air est trop présent dans le corps, certains problèmes circulatoires comme les varices, toutes les maladies liées au tremblement comme la maladie de Parkinson, la sécheresse cutanée, l'apparition de rides précoces, enfin tout ce qui est lié à les raideurs et les troubles articulaires, bien évidemment c'est le parfait type Vata, les douleurs de dos, d'arthrose et autres. Et au niveau plus psychique, c'est un profil, s'il est en excès, au lieu d'être créatif et plein d'idées, en fait, ça va aller trop vite. Il va tourner en stress, en agitation, en anxiété, en trouble du sommeil. Voilà, ça c'est le Vata quand il se déséquilibre. Le Pitta. Donc autant Vata, c'est lié au mouvement, autant Pitta, c'est lié à la transformation. C'est le feu. Le feu, c'est là pour transformer. L'image du feu, elle parle d'elle-même. C'est le Pitta, quand il est bien en équilibre, c'est la personne de carrière, c'est le dirigeant d'entreprise, c'est un leader de groupe, c'est voilà, c'est tous ces profils qui gèrent des foules, du monde, enfin qui ont ce côté charismatique, mais aussi qui sont vraiment dans l'action, hein, c'est tout le temps en ébullition. Pitta, ça bouge tout le temps. Ça, c'est Pitta en équilibre. En déséquilibre, là, ça devient beaucoup moins drôle. Autant, voilà, un bon chef d'entreprise en équilibre saura bien gérer ses troupes, mais si il devient trop dans l'excès, il pourrait devenir un petit peu trop autoritaire, par exemple. Ou au niveau humain, un leader de groupe pourrait devenir un dictateur ou un gourou dans le mauvais sens du terme, parce que le terme gourou en Inde, c'est pas du tout ça. Donc voilà. Pour le côté physique, Pitta, quand il est en excès, ben, il y a trop de feu, donc ça brûle tout, et ça crée toutes les maladies inflammatoires, donc, tout ce qui est lié à la rougeur, les conjonctivites, les yeux rouges, mais aussi ça brûle tout ce que vous mangez trop vite, donc c'est la personne qui aura tout le temps faim, parce qu'à peine elle a mangé, elle a brûlé, une heure après, même pas, il faut qu'elle mange. Les allergies sont des maladies Pitta, l'acidité gastrique, typiquement une maladie Pitta. Et les Pitta, à force de brûler tout ça, il va aussi il va générer des tumeurs cancéreuses. C'est une maladie Pitta parce que l'aspect psychologique lié à Pitta, quand il est déséquilibré, c'est la colère, c'est la frustration, c'est l'émotion. Autant pour Vata, c'était l'anxiété, l'agitation, l'inquiétude. Autant pour Pitta, ce sera la colère. Et la colère a une action directe sur les cellules et peut générer à plus ou moins long terme des tumeurs cancéreuses. Et Kapha, c'est l'eau, donc c'est l'eau et la terre, donc vous visualisez, c'est dense, c'est lourd, et
étonnamment, c'est étonnant parce que moi j'en suis une, je n'ai pas spécialement l'impression que je me présente comme... Donc il y a des CAFA qui se cachent aussi, mais voilà, c'est mon type. Mais parce que voilà, c'est solide physiquement, c'est l'ossature, bon ça c'est vrai, j'atteste, je suis solide physiquement. Les os, les muscles, tout ça, la structure de CAFA est très solide. C'est pour ça qu'on dit que c'est un type qui va vieillir longtemps et plutôt bien, parce qu'il n'a pas justement tous ces problèmes liés au vieillissement osseux et autres. Alors j'atteste, dans ma famille, toutes les femmes ont vie longtemps et plutôt bien, donc ça doit être vrai. Donc ça c'est le côté CAFA. Au niveau du caractère, CAFA est une personne plutôt calme, parce qu'elle voilà, elle a ce côté lent de l'eau, enfin ce côté de la terre qui donne une certaine densité, qui font qu'elle est calme, plutôt, elle a un rythme intérieur qui est assez lent, même si elle accomplit beaucoup de choses. Elle a cette capacité d'avoir une grande capacité, comme elle se déséquilibre pas facilement au niveau mental par rapport à ce calme, elle a l'atout justement pour les professions thérapeutiques comme médecin. Elle a une grande capacité de côtoyer la souffrance d'autrui, donc les professions médicales sont bien pour les CAFA. En excès, c'est pareil, CAFA, s'il prend trop d'eau, trop de terre, c'est le surpoids. L'obésité est une maladie CAFA, la rétention d'eau, toutes les grosseurs, mais qui sont cette fois non cancéreuses, donc tous les kystes, les fibromes, toute grosseur qui n'est pas cancéreuse est due à un excès de CAFA. Au niveau psychologique, CAFA en excès va devenir, autant il peut être calme et lent, mais s'il devient trop calme et trop lent, il va finir en dépression ou complètement apathique et léthargique et il ne bouge plus de son canapé à manger ses chips. Donc ça c'est CAFA qui se déséquilibre. Alors que faire quand votre dosha est déséquilibré? C'est pas dramatique. Si vous avez un excès d'un des éléments, le propre des soins ayurvédiques, c'est de faire sortir cet élément en excès par les soins, par les massages qui sont indiqués avec des huiles et des plantes spécifiques pour aider à enlever cet élément qui est en excès. Donc si c'est de l'eau, ça sera de l'eau, mais si c'est le feu, on va abaisser le feu, etc. Il y a aussi beaucoup de purges dans la médecine ayurvédique. On doit se purger, les Indiens se purgent une fois par mois, ce qui est pratique en tout cas. On peut aussi faire diminuer un élément en excès par l'alimentation. Si Pitta est un bon exemple, si c'est trop chaud à l'intérieur, on peut donner des aliments comme l'épice, comme la coriandre est un aliment qui refroidit, la noix de coco, la rose sont des plantes qui vont refroidir. Donc autant on donnera des plantes réchauffantes comme le gingembre quand il faut réchauffer. Donc ils ont vraiment une capacité par l'alimentation de prescrire ce qui va rééquilibrer votre dosha. Et puis si vous êtes en insuffisance, vous manquez de feu ou vous manquez de terre ou je ne sais quoi, alors c'est le processus à l'envers, on va faire rentrer ces éléments par la peau, par des soins et par la voie orale à travers la nutrition. Ça va, je suis bien en rythme. Donc la nutrition, en quelques mots, vous avez déjà compris en partie pourquoi elle fait partie de cette médecine à part entière. C'est vraiment une prescription médicale. La première chose que le médecin ayurvédique va faire quand vous arrivez là-bas en consultation, c'est changer, vérifier, et contrôler et approprier votre alimentation, tant pour la prévention que pour la guérison. Rapidement, Vata par exemple, qui est déjà trop léger et trop plein d'air, il faut qu'il mange des choses qui vont le grounder, je ne sais pas en français. Ancré, merci. L'élément typique anti-Vata, que Vata ne doit surtout pas manger, c'est la caricature, c'est le pop-corn, c'est plein d'air. Donc le pop-corn, la boisson gazeuse, ça c'est vraiment par exemple des aliments interdits. Il devrait être interdit chez tout le monde, mais en l'occurrence chez Vata et en excès surtout pas. Pitta, il doit éviter tout ce qui va monter encore plus le feu, donc le sel, les épices forts, les cornichons, le piment, le café. Voilà, Kapha doit éviter ce qui est lourd, ce qui est gras, les fritures, le laitage, ce qui est onctueux, ce qui est déjà assez dense comme ça, les sucres. Voilà. Donc, la nutrition, c'est une chose, mais le plus important que ça, c'est la digestion pour les Indiens, pour la médecine ayurvédique. C'est vraiment essentiel comment vous digérez. Et l'hygiène, l'entretien de votre tube digestif, c'est la base de tout. Tout chez eux commence par le tube digestif. C'est comme ça chez vous aussi? Un peu moins. Un peu moins. Ici, dans mes consultations, quand je demande aux personnes...
comment va leur transit, elles me disent bien, mais quand je demande bien, qu'est-ce que ça veut dire bien ici? Bien, c'est pas tous les jours en Europe. Donc, surtout chez les dames, c'est un problème plus féminin. Donc, en Inde, si vous avez un jour où vous n'êtes pas allé aux toilettes, vous êtes considéré comme constipé, vous êtes déjà considéré comme plus en équilibre, c'est déjà considéré comme un début de maladie. Pour les Indiens, c'est la première chose que le médecin vous demande, c'est si vous avez été aux toilettes. On ne parle que de ça quand on est en études ayurvédiques, on prend l'habitude à la fin. Pourquoi simplement c'est vite fait, c'est que si pendant un jour vous n'avez pas été éliminé, vous avez commencé à accumuler des toxines qui s'appellent ama en Ayurveda. Et ben voilà, donc si vous continuez d'être constipé, vous allez continuer d'augmenter ces toxines. À un moment donné, ces toxines, elles vont se déplacer du tube digestif parce qu'elles ne vont pas rester indéfiniment là et elles vont aller se transporter et créer une maladie ailleurs. Un bon exemple est la toux chez les enfants. Ces enfants qui toussent, parce que j'ai vu ça récemment dans une de mes consultations, un enfant qui tousse beaucoup l'hiver, et les enfants comme ça qui sont tout le temps pris l'hiver, ici on va traiter la toux, donc on va traiter au niveau des bronches, il faut que la toux mûrisse, etc. En fait, souvent, et tu verras si tu as des enfants comme ça en consultation, ça se révèle vrai quand vous regardez comment l'enfant digère, la plupart du temps, il ne va pas aux toilettes tous les jours, un enfant qui tousse comme ça. Et donc, en Ayurveda, on va traiter en premier l'alimentation et la digestion de cet enfant, et non pas la toux, alors que le réel symptôme qui demande la consultation, c'est la toux. Voilà, donc tout vise en fait à nettoyer en permanence ce tube digestif pour éviter qu'aucune toxine ne s'accumule dans cette sphère. Comment est-ce qu'ils préconisent de faire ça? Ben voilà, l'alimentation, j'en ai parlé déjà, ça demande à pousser un peu plus dans des consultations, quelle alimentation et pour qui. Mais la base aussi du nettoyage du tube digestif, dont j'ai parlé des purges, mais plus simplement c'est l'eau chaude. L'eau chaude, c'est voilà, un rituel, ça je sais que vous le faites aussi chez vous. L'eau chaude, c'est ce qui va nettoyer votre tube digestif au quotidien. L'eau chaude à jeun le matin, l'eau chaude avant de vous coucher le soir, l'eau chaude toute la journée, l'eau chaude à toute occasion. C'est aussi simple que de laver votre linge à l'eau froide dans la machine à laver. Si vous lavez à l'eau froide, les taches ne vont pas si bien partir. Hein. Vous allez sortir votre linge, il restera quelques traces. Si vous lavez votre linge à l'eau chaude, ben voilà, vous avez la différence. J'ai mis à disposition justement volontairement, si ça vous intéresse, un très bon livre qui est fait sur l'importance, parce que je ne peux pas tout détailler dans la conférence, l'importance de la tasse d'eau chaude. Ça s'appelle la tasse d'eau chaude. C'est un petit livre qui reprend les concepts des doshas, déjà parce que là je vais un peu vite, et qui explique bien comment, pourquoi et l'eau chaude est tellement importante. Donc voilà. Si ça enchaîne directement avec ce que je vais dire après, s'il y a deux choses à faire, parce que l'Ayurveda, on ne peut pas tout d'un coup se dire demain je commence l'Ayurveda et je change tout, c'est juste pas possible. Vous n'allez pas tenir, il faut y aller par étapes. Et s'il y a deux choses à faire en premier, c'est boire de l'eau chaude déjà pour ce que j'ai expliqué au niveau de la digestion et du tube digestif, mais c'est aussi huiler votre corps quotidiennement, c'est les deux principes de base quand on veut démarrer dans ce processus. C'est aussi pour ça que j'ai mis que deux choses à dispo ce soir, c'est les huiles et l'eau chaude dans le livre, parce que c'est plus essentiel. L'huilage tous les jours, c'est pas la même chose que mettre de la crème hydratante, aussi bonne soit-elle, quand vous sortez du bain. La crème a un effet, elle va entrer jusqu'à un certain niveau du derme, elle va s'arrêter là, tandis que l'huile va aller travailler au niveau des articulations, des tendons, enfin c'est un niveau beaucoup plus profond. Donc c'est une prévention massive de tous les troubles articulaires, bien plus que la sécheresse cutanée. Donc l'huilage, c'est vraiment... et on parle de huilage quotidien. Alors l'Ayurveda, c'est ça aussi, c'est la régularité. Bon, c'est un peu pareil pour tout, mais particulièrement en Ayurveda, si on s'huile une fois par semaine, on n'aura pas de grands résultats. Si on s'huile tous les jours, c'est clair que ça devient intéressant. Il faut savoir que les Indiens, c'est vrai, là-bas, on est habitué, tout le monde est huilé tout le temps, partout. Quoi. Les femmes dans la rue ont les cheveux huilés, nous-mêmes, on est huilés de partout quand on est là-bas. On prend l'habitude, ici, culturellement, dès que vous avez un peu d'huile dans les cheveux, on va dire, ouais, c'est quoi, c'est pas laver les cheveux. Enfin voilà, on en est loin, mais voilà, il faudrait s'huiler. Les bébés en Inde, dès le 3e jour, ils sont huilés avec du lait de chèvre et ils mettent du beurre frais dedans. Et ils huilent les bébés dès le 3e jour après la naissance, et c'est comme ça toute la vie. Donc les jeunes filles, elles sont habituées aussi à
à s'huiler toutes jeunes, quoi, elles ont voilà, c'est entré dans l'hygiène de vie. Alors, une autre manière d'utiliser les huiles, bon, bah, ça c'est la base, c'est des huiles médicinales. Là, il y en a, vous regarderez après, vous pouvez me poser des questions. On a mis pour les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, parce que ce n'est pas les mêmes concepts. Mais une autre manière de faire rentrer toutes ces plantes, et comme j'ai dit, c'est les cosmétiques. Si vous mettez un produit à la rose quand vous avez un excès de Pitta, ben, vous allez d'autant plus déjà équilibrer votre dosha Pitta qui est en excès avec de la rose. Mais si en plus vous avez trop de feu, il y a des chances que vous ayez une peau qui fait des rougeurs, voire on voit ces peaux qui rougissent très facilement. Ben voilà, ils utilisent des plantes spécifiques par rapport à l'élément qui est à traiter au niveau de la peau. Donc la partie cosmétique, elle est pas seulement juste pour le rituel de beauté, mais elle est aussi une façon de se soigner et de mettre les bonnes plantes. C'est une façon supplémentaire de faire entrer dans votre corps les bonnes plantes. Et puis c'est écrit dans les Védas voilà, que tous les jours il faut s'ornementer et s'apprêter. D'ailleurs on a fait un effort pour ça, on a respecté. Il faut mettre des bijoux, il faut se mettre des parures dans les cheveux, enfin... ça a un sens tout ça, c'est pas simplement parce que les femmes indiennes passent leur journée à s'occuper d'elles, mais c'est pour faire travailler les sens. C'est joli à voir, ça sent bon, enfin, c'est une façon de cultiver la santé des 5 sens. Et je dois dire que c'est assez impressionnant, on voit des petites jeunes femmes qui sont là à tenir une échoppe de légumes au coin de la rue et elles sont toutes, vous vous demandez quoi, elles ont des boucles d'oreilles, elles ont les barrettes qui brillent, elles sont, je veux dire, c'est vrai, la femme indienne, elle est, alors je parle de là où on était, hein, si on va dans les grandes métropoles, attention, quand je parle de l'Inde, je parle du sud de l'Inde, du Kerala où on était, je ne parle pas des grandes métropoles du nord comme, voilà, je parle des régions traditionnelles. C'est impressionnant de voir qu'ils respectent encore ça. Elles passent beaucoup de temps à s'occuper d'elles. Autre partie, j'ai dit que j'allais discuter quelques mots sur le yoga et la méditation. Ici, on a un peu oublié peut-être que c'est une partie intégrante de l'Ayurveda. Je veux dire, ça fait partie, on ne peut pas parler de l'Ayurveda sans parler de la pratique du yoga et de la méditation. Donc, c'est la thérapie et la prévention pour tous les maux psychiques, les maux de l'esprit. On ne va pas développer sur le yoga. Si vous êtes intéressé, vous me contactez si vous voulez plus d'informations sur où, comment pratiquer le yoga. Mais l'idée, comme le dit le terme yoga, simplement pour dire, veut dire union. Et donc, quand vous pratiquez le yoga, vous pratiquez cette union entre votre corps et votre esprit. Donc, vous arrêtez d'être dissociés. Et au-delà de ça, vous unifiez votre corps et votre psychisme, votre mental, votre dimension spirituelle à la dimension supérieure. Donc, vous unifiez votre âme individuelle à l'esprit de Lord Brahma. Donc, vous vous connectez aux voies. Donc, c'est une union à différents niveaux. Voilà pourquoi c'est aussi considéré comme une thérapie. Juste en quelques mots, comme ça vous avez les grandes lignes du yoga, ben, évidemment il contribue à améliorer le fonctionnement quotidien du corps, hein, la souplesse des organes, le fonctionnement des chakras pour l'énergie, il augmente l'énergie vitale, le prana, il relaxe, il détend, il travaille au niveau de l'esprit, et puis il y a le yoga thérapeutique qui va être indiqué dans des cas de maladies spécifiques. Si vous avez une scoliose ou si vous avez un problème, je ne sais pas, spécifique, chronique de quelque chose, on vous donnera une posture de yoga à pratiquer. Et puis, comme je l'ai dit rapidement avant, c'est aussi préconisé dans toutes les maladies psychiques. Après le yoga, vous devez faire vos 20 minutes de méditation par jour pour apaiser et contrôler votre mental. Donc, en Ayurveda, vous pouvez vous lever à 5 h du matin si vous devez travailler à 7 ou 8 h. Vous avez largement de quoi vous occuper. Entre vous huiler, pratiquer votre yoga, votre méditation. Il y en a qui... Ben, je me suis laissée un petit peu surprendre au début, mais on s'y fait. Hein. On s'y fait et on a tellement une meilleure énergie qu'en fait, étonnamment au début, je me suis dit, mon Dieu, si je commence à 5 h 30, à 9 h le soir, je n'existe plus. Et pas du tout, en fait, vous êtes 1000 fois moins fatigué. Vous avez fait tout ce qu'il faut dans la journée. Voilà, donc il y a tout un rituel qui commence par se lever avec le lever du soleil et non pas 2 heures après parce que vous êtes en décalage déjà complet. Donc en fait, suivre le rythme de la nature. Hein, les animaux nous montrent ça très bien.
comme ils disent là-bas, voilà, vous prenez la nature à 5-6, en Inde on se lève très tôt, mais la nature à 5-6 heures, elle est fraîche, enfin en ce moment on le voit très bien. Quand vous vous levez à 9 heures en ce moment, cette fraîcheur, vous ne l'avez plus. Et ça, au niveau énergétique, c'est la même chose. C'est ce que vous allez prendre avec vous quand vous allez vous réveiller. Et puis, vous devez nettoyer votre langue pour enlever les toxines. C'est très important. Ce stock sur la langue qui contrôle pas mal d'organes. Donc, vous devez boire votre eau chaude, vous devez vous huiler, vous devez faire votre méditation, votre... Mais petit à petit, on y arrive. Alors, le processus de vieillissement, c'est juste très simple à comprendre et enfin vous saurez pourquoi c'est quand même reconnu par l'OMS comme étant aujourd'hui un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il y a eu une parution de l'OMS l'année dernière, je crois que certains l'ont peut-être lu, qui encore aujourd'hui dit que le système de médecine ayurvédique reste le plus performant actuellement. C'est simple, non seulement les doshas, c'est pas seulement au niveau individuel, mais il y a des périodes de la vie, tout le monde, j'essaie d'expliquer ça clairement. En premier, tous les enfants sont dans la période de la vie kapha, parce qu'ils se construisent, ils construisent leur structure, leurs os, leur ossature. Et puis ensuite, vous allez passer dans ce qu'on appelle la période de la vie pitta, parce que vous êtes dans l'action, vous allez réaliser les choses, vous allez, voilà. Et gentiment, vous allez aller dans là où tout se dessèche un peu, on voit ça chez les personnes bien âgées, et vous entrez dans la période vata. Donc, que vous soyez vata, pitta, kapha, vous passez dans ce cycle de toute façon de kapha, pitta et vata. Vous y passez avec votre propre dosha. Donc, on va tous vers le vata de toute façon. Depuis le moment où vous venez au monde, on va tous les jours, augmenter notre vata, puisqu'on va tous vieillir d'heure en heure. Donc, plus vous prenez le vata, plus vous vieillissez. Mais si vous êtes vata, vous devez faire encore plus attention parce que vous allez donc, ça explique pourquoi je disais, vieillir plus vite que les autres, puisque vous avez déjà une bonne dose. Alors, on le voit très bien, les personnes âgées, souvent, elles ont ce dessèchement, hein. Elles se deviennent plus sèches au niveau du corps, même de l'esprit, elles sont parfois aigries, hein. Sécheresse cutanée, toutes les douleurs articulaires de la vieillesse, enfin, tout le monde connaît ça autour de soi. Donc, en fait, la médecine ayurvédique, pourquoi elle se dit anti-vieillissement, c'est parce que eux, depuis le premier jour, comme je disais, ils huilent les enfants dès la naissance, ils vont tout faire pour ralentir vata tous les jours. Donc, et ils vont, en fait, de cette manière-là, quand vous arrivez dans la troisième phase de votre vie, en âge vata, eh bien, ils vont faire en sorte que vous y arrivez le moins vatatisé possible. Et donc, comme ils vont chaque jour diminuer vata qui lui grandit, on appelle ça, j'espère que c'est clair, je pense que ça l'est, inverser le processus de vieillissement. On va contre le courant de vata qui nous emmène vers le vieillissement. Donc en fait, bien contrôler son vata depuis le premier jour, c'est la prévention et c'est s'assurer un vieillissement optimal, surtout pour les vatas. Et puis bon, j'ai dit, mais je répète comment on fait ça. Ben, on fait ça par l'alimentation, on fait ça par les routines journalières, on fait ça par le village quotidien, on fait ça par les soins ayurvédiques, la nutrition, mais on fait ça aussi par les purges et par les fameuses cures ayurvédiques dont je vais parler rapidement maintenant. La cure ayurvédique, la fameuse cure ayurvédique, elle a pour objectif, si vous êtes en bonne santé, ça va être une cure de prévention, de détoxification, de rajeunissement. Si vous n'êtes pas en bonne santé, elle va commencer par régler vos problèmes de santé. Et une fois que le problème de santé sera réglé, on pourra retravailler sur le vieillissement et la prévention du vieillissement. Donc en fait, quand on fait une cure, on devrait, si on n'a pas de problème de santé, revenir avec les pendules remises à jour. Les Indiens qui pratiquent l'Ayurveda comme système de médecine font une cure par année. Donc c'est ce qu'ils préconisent en fait. En tout cas, pendant les 3 premières années, d'enchaîner 3 cures de suite pour bien équilibrer les résultats. Après, bien entretenir, mais au moins 3 cures. Ça, c'est la fameuse cure ayurvédique qui est assez intense. Jessica, qui est là, ma fille, en revient, elle était avec nous parce qu'elle est venue faire une cure, simplement parce qu'elle avait quelques petits soucis de santé à régler qu'on n'arrivait pas à régler ici. Tu veux dire quelques mots sur ta cure? Pour ceux qui la connaissent, vous ne la reconnaîtriez pas d'avant et d'après, mais ou pas tout à fait. Tu veux dire quelques mots sur ta cure, peut-être pour peut-être ce que tu en as retiré ou ressenti? Bah ouais, enfin moi j'ai vraiment vu un changement entre avant et après, et c'est vrai que c'est pas, enfin je sais jamais comment expliquer en fait vraiment, mais c'est juste que vraiment
avant, je me sens vraiment mieux. Mais je sais pas comment l'expliquer, c'est dur à expliquer. mieux physiquement, c'est mieux dans ma tête, c'est... Enfin voilà, et puis... je sais pas trop, ouais. Un jour, ça m'a frappé parce qu'elle revenait d'un traitement, elle me dit, j'ai l'impression qu'on m'enlève des démons de mon corps, c'est l'expression qu'elle m'a dit, donc c'est vraiment, c'est bien résumé. Alors, par rapport aux cures, bon, je peux en reparler un petit peu après. Avant de parler de cure, quelques mots peut-être, après on vous laissera poser des questions si vous en avez. Déjà simplement la consultation ayurvédique, à quoi elle sert cette fameuse consultation ayurvédique? Elle sert, si c'est nécessaire, en général quand même d'avoir une bonne idée sur votre dosha, parce que ça peut être important, encore que certains médecins, voilà, s'il y a une maladie, ils vont travailler directement à la maladie et vont s'attaquer après à l'histoire du dosha. Mais repérez quel est votre dosha si vous êtes en bonne santé, et puis savoir comment vous mangez, et vous conseiller dans un autre système de nutrition, vous dire quels produits utiliser, quoi manger et quelles épices et quelles plantes et quoi mettre sur votre peau. Et puis les rituels journaliers vont vous être aussi donnés dans la consultation ayurvédique. Un vata ne va pas avoir le même rythme journalier qu'un pitta ou un kapha, donc c'est toutes des choses qui doivent être... il y a aussi de la littérature, hein, vous pouvez me contacter aussi après pour ça, mais apprendre à gérer sa journée, si on est vata, pitta ou kapha, c'est quelque chose qui peut vous être apporté dans les consultations ayurvédiques. Et puis, bien sûr, déterminer en fonction de qui vous êtes, de quoi vous avez besoin au niveau des soins et des massages, puisque le but, c'est qu'après, vous puissiez vous soigner et venir vous faire soigner ici ou ailleurs, sur ce dont vous avez besoin. Donc, j'oublie des choses sur la consultation ayurvédique, non? En gros, déjà ça. Après, si les problèmes de santé sont importants, comme des problèmes de peau qu'on n'arrive pas très bien, c'est pas ce qui est le plus représentatif, parce que même eux, ils ont de la peine, ils font un peu mieux que nous, mais ils ont quand même encore de la peine aussi avec tout ce qui est problèmes dermatologiques. Mais s'il y a des problèmes importants, on peut travailler ici jusqu'à un certain niveau, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut partir là-bas. Si vraiment vous êtes ouvert à ce type de médecine et que vous avez un problème de santé sérieux, on n'arrivera pas ici à vous proposer à un certain niveau d'une pathologie ce qu'ils peuvent faire là-bas, tout simplement parce qu'on n'a pas les plantes, on n'a pas les outils, on fait le maximum, Aurélie et moi, pour apporter les plantes et avoir tout ce qu'il faut ici, mais voilà, on reste en Europe. En plus, voilà, là-bas, les traitements, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Ici, aller faire venir les gens le dimanche, moi quand je propose le traitement des yeux et que je dis que c'est 7 jours de suite, ça ne me dérange pas de venir le dimanche, mais les gens ne sont pas toujours disposés à venir faire un traitement des yeux parce que c'est 7 jours de suite. Pareil pour la sinusite, c'est 3 fois par semaine, et voilà, si on vient qu'une fois, ben, donc il faut changer un peu les mentalités. Là, j'ai une jeune patiente, elle devait venir ce soir, mais elle n'est pas là, qui a des problèmes de santé importants. Ben, voilà, elle a décidé, on a parlé, puis elle a pris son billet, ça y est, elle a réservé, elle part toute seule là au mois d'octobre, puisqu'elle n'arrive pas à s'en sortir ici, elle a vu 50 000 médecins, et voilà, donc c'est aussi des gens qui cherchent un autre système de médecine. Bien sûr que si les gens sont contents avec la médecine allopathique. Les Indiens ont 2 systèmes de médecine différents. Donc hein, vous avez aussi là-bas la médecine allopathique et traditionnelle, et à côté la médecine ayurvédique. Donc quand vous faites vos études de médecine, vous allez choisir l'université, soit vous allez étudier la médecine ayurvédique, soit vous allez étudier la médecine classique. Dans le sud de l'Inde où on était, c'est vraiment le Kerala, c'est le berceau, c'est le berceau traditionnel, c'est l'origine de l'Ayurveda depuis des millénaires. Donc il vient de là-bas. Au nord, je ne connais pas comment est pratiqué l'Ayurveda plus au nord. Dans les grandes villes du nord, je sais que les Indiens se tournent maintenant plus vers une médecine moderne, eux aussi, par simplicité, parce que quand vous habitez une grande métropole comme New Delhi, je pense que c'est juste plus simple de prendre un cachet quand vous avez un problème que de commencer à vous faire hospitaliser 2 semaines pour boire du thé médicinal et recevoir des massages. Mais tout d'un coup, ça m'amusait d'entendre un médecin qui me disait, mais on commence à se demander, à force de voir tous les thérapeutes et les médecins européens venir étudier chez nous, et nos écoles sont pleines, ils ne sont pas idiots, ils commencent à se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent tous étudier chez nous? Donc ils sont en train de faire un retour en arrière eux aussi, et de revenir à leur système de médecine traditionnelle, voyant qu'on va tous apprendre chez eux. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire par rapport aux fameuses cures ayurvédiques? J'en ai parlé. Je crois qu'on a bientôt fait le tour.
dire quand même ce qu'on fait nous ici, et pour conclure, en gros, Aurélie et moi, on donne donc ces consultations maintenant qu'on appelle consultations en santé ayurvédique. On n'a pas le droit de s'intituler, de toute façon, qui que ce soit ne s'intitulera pas médecin ayurvédique en Suisse, mais on est aussi, on s'arrête là où on doit s'arrêter, c'est-à-dire on n'a pas fini nos études non plus. On ne va pas aller là où il faudrait consulter justement un médecin ayurvédique qui a des connaissances. Comme j'ai dit, les connaissances, elles sont sans fin. Donc, on va travailler sur la prévention, sur l'équilibre. On peut quand même donner un certain nombre de prescriptions pour les maladies courantes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypertension, l'asthme chez un enfant, enfin, à condition qu'on ait les bonnes plantes aussi. Hein, il faut vérifier, on peut les faire venir. Enfin, voilà, c'est toute une démarche. Et puis bien sûr, on fait les soins. On va pouvoir aller boire un petit verre de l'autre côté et se rafraîchir. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez la salle où on pratique. Donc on donne, là je dois dire, tous les soins ayurvédiques qui existent au panel de ce qu'on nous a appris, on les donne ici. Que ce soit les soins du corps, le soin global du corps, le fameux massage Abhyanga, mais pas seulement, le massage de la tête si c'est spécifique, le traitement à l'huile chaude sur la tête, les traitements des pieds s'il y a un problème d'ancrage ou de pied, traitement du ventre, traitement des yeux, traitement des oreilles, du nez, enfin. Voilà, il y a quelques traitements qu'on ne fait pas. Ce qui est gynécologie qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas, déjà on n'a pas le matériel, hein, tout simplement. Puis on n'est pas gynécologue non plus. Mais non, mais ce serait assez simple à faire, tout simplement, mais on n'a pas le matériel. On ne fait pas trop... voilà, les lavements, on les fait plutôt dans le cadre d'une cure, les purges donc. Et les vomissements, ce qu'on appelle les vomissements provoqués, que Jessica a survécu brillamment. Nous, on ne fait pas parce que je trouve que là, il faut la présence. Je préfère que ce soit un médecin ayurvédique qui le fasse parce que si ça dégénère, le patient ne s'arrête plus de vomir et à un moment donné, si vous vomissez pendant 4 heures, 5 heures et que vous n'arrêtez plus de vomir, ça peut tourner en convulsion. Donc là-bas, ils ont tout de suite une plante, ils vous la donnent et ça stoppe tout de suite le vomissement. Nous ici, on n'a pas ça. Donc moi, personnellement, je ne m'amuserais pas à travailler le vomissement. Et je ne sais pas si vous l'avez fait dans le cas de voiture. Non, c'est quand même assez spécifique. En gros, si vous faites, juste pour dire qu'enfin on essaye, en tout cas, ce qu'on pratique ici, c'est, en conclusion, c'est l'Ayurveda traditionnel, celui qu'on a appris là-bas. Je crois qu'on doit peut-être bien être les seuls à Genève à faire ça, parce qu'on a été dans une réunion il n'y a pas longtemps et on a vu que, par rapport aux gens qui étaient là, enfin, il faut vraiment aller en Inde pour acquérir ces connaissances. Disait quoi qu'on donnait donc ces traitements. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Oui, voilà, tels qu'on nous les a enseignés là-bas par des... Moi, j'ai même pas, je ne dirais même pas que c'était des professeurs, c'était des maîtres qu'on a eu aussi tant pour le yoga que pour la médecine, la pharmacologie. Enfin, dans le sens, on sent cette transmission authentique qui revient de très très loin quand ils vous l'enseignent. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut proposer ici, si vous avez l'occasion envie d'en parler autour de vous. Si vous avez des questions, et puis alors les cures, quand même quelques mots sur les projets futurs, on va terminer là-dessus. Donc moi j'organise maintenant en lien avec l'Inde des organisations de séjours de cure, donc pour les personnes qui veulent partir et qui ne savent pas forcément où aller ou qui ne parlent pas anglais et qui ont besoin d'un encadrement. Donc avec cette équipe là-bas sur place en Inde, l'année prochaine, on va emmener déjà 2 groupes qui sont presque pleins maintenant de personnes qui ont envie de se soigner de cette manière-là. Et puis, donc ça, n'importe quelle personne peut me contacter à n'importe quel moment de l'année pour organiser un séjour comme ça là-bas dans ce centre. Où il y a plein d'autres centres, vous n'avez pas besoin de moi pour organiser. La seule chose, voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas faire les démarches elles-mêmes. Et puis, voilà, c'était le médecin qui a suivi aussi Jessica. Donc, moi, je peux juste garantir de la qualité des soins que j'ai vus là-bas sur place. Donc, voilà pourquoi je travaille avec ces gens-là, mais il y en a certainement d'autres ailleurs. Juste spécifique, c'est intense. Voilà, alors peut-être, voilà, c'est pas des vacances, Aurélie a raison de le dire, une cure ayurvédique, surtout si vous la faites de 3 semaines, voilà, le groupe qui va venir l'hiver prochain, c'est 1 mois. Voilà. C'est pas des vacances, on fait que ça, on visite pas le Kerala, on fait pas du shopping à outrance, et il y a des jours qui sont, bien sûr, il y a des massages super agréables, il y a aussi des jours qui sont pas agréables du tout, quand vous êtes une matinée entière à vous purger,
ou à vomir. Non, c'est pas agréable du tout, mais vous oubliez vite tellement Il vous faut bien sentez. se reposer, c'est important. Voilà. Et vous sentez tellement bien après que vous acceptez beaucoup, surtout que vous êtes très bien encadré, mais c'est pas des vacances, voilà, et c'est fatigant parce que le corps doit digérer des tonnes et des tonnes d'huile, et des plantes, et il y a un vrai travail qui se fait à tous les niveaux. Ça nettoie votre corps, mais ça nettoie votre esprit aussi. On a vu excusez le terme, quelques pétages de plomb aussi. Nous-mêmes, on a eu quelques moments difficiles parce que ça nettoie aussi votre esprit, donc tout ce qui est psychique, tout est nettoyé de partout. Donc voilà, vous êtes remis à neuf. Donc c'est une envie, c'est un engagement, il faut savoir que voilà. Mais après, moi j'ai fait la cure l'année dernière, mes résultats ont tenu toute l'année. Bien sûr, j'ai entretenu, hein, j'ai pas fait n'importe quoi. C'est comme j'ai revu le même médecin cette année, elle était très contente de voir qu'il y avait beaucoup moins à faire. La deuxième année, il y a beaucoup moins. Et puis la troisième, encore moins. Donc voilà, si on entretient bien dans l'année qui suit, on peut parfaitement très bien entretenir les résultats de sa cure ayurvédique. Donc ça, c'est les projets qu'on peut gérer maintenant ici au cabinet. Et puis un cours de yoga, j'ai suivi un cours intensif de yoga là-bas. Et puis je vais terminer la formation. Donc je vais ouvrir un cours de yoga début 2015 ici, pour débutants. Mais pour mes patients, enfin pour les gens d'ici, je ne vais pas m'intituler prof de yoga à faire des postures. Et les bases du yoga qui sont nécessaires dans le cadre d'une pratique journalière, comme les respirations yogiques et la salutation au soleil, qui est simplement une manière de se dérouiller au saut du lit, ces choses-là, je vais mettre en place une classe début 2015. Voilà pour les projets.